Bonjour à tous. Bonjour à tous, 1h30 ensemble et 1h30 ensemble sans téléphone. Sans téléphone, en tout cas vous pouvez le garder évidemment, vous pouvez tweeter, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous enlevez, vous désactivez la fonction du son, s'il vous plaît, de la sonnerie. 1h30 ensemble pour un sujet, aborder un sujet qui est qu'on a formulé avec une question très très générale sur l'égalité en santé. Et évidemment, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on s'est dit il faudrait y passer des jours et des jours. Il y en a même qui passent leur vie en étudiant ces questions-là. Et quand j'en ai parlé avec les intervenants, ils m'ont dit 1h, 60 minutes là-dessus, vous êtes fous. Donc on va essayer en tout cas de le survoler. Et puis, ce qui sera important, c'est qu'il y aura le temps des intervenants, le temps de la table ronde. Il y aura un temps de questions-réponses. Et ce temps, il va être de 15 ou 20 minutes. Les questions viendront de la salle, les questions viendront également du live, c'est-à-dire des gens qui sont à distance sur Liveform, puisqu'il y a à peu près une soixantaine de personnes dans la salle, et il y en a environ peut-être 1 millier ou 1200, je ne sais pas, qui sont à distance. Et tout le monde a le droit de poser des questions. Et vous vous doutez qu'on ne va pas, s'il y a plusieurs questions par personne, on ne va pas répondre à toutes les questions. En revanche, ce que je vous demande également, c'est que poser le plus possible de questions. Et nous, on pourra, soit chez Harmonie Mutuelle, soit dans le journal dont je m'occupe, qui est Harmonie Santé. Et le journal dont je m'occupe, moi je suis le rédacteur en chef de ce journal. Peut-être au travers de ce journal, on pourra vous apporter des réponses à vos questions avec les intervenants de ce matin ou avec d'autres personnes. Donc il y a un côté extrêmement utilitariste dans ma question. N'hésitez pas, vous prenez la parole sur le fil de discussion et au fur et à mesure, vous verrez, on vous répondra aujourd'hui ou dans les articles du journal, sur le site internet ou dans le journal papier que vous recevez trimestriellement, puisque je vous le rappelle, cette matinée, cette heure et demie, elle est réservée aux adhérents d'Harmonie Mutuelle. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, vous êtes très nombreux comme adhérents, mais vous êtes un peu dans un club privilégié, puisque vous avez cette matinée qui vous est offerte, et puis après, vous découvrirez, au-delà de la table ronde, vous allez découvrir un autre temps sur un cycle de webinaires, puisque la Mutuelle fait beaucoup de choses pour la santé des femmes et je crois qu'elle va continuer. Donc, premier temps, table ronde, et je vais appeler, pour ouvrir cette table ronde, je vais appeler Catherine Touvray, qui est directrice générale d'Harmonie Mutuelle. Donc, je crois que c'est important, c'est très important que Catherine Touvray puisse introduire cette table ronde et nous dire quelques mots sur, voilà, pourquoi. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que... Alors, il y a le côté formel puisqu'on est en direct, mais il y a évidemment le côté on se connaît un petit peu. Et du coup, c'est important, Catherine, que vous puissiez nous dire en quoi, pourquoi, qu'est-ce qui explique que Harmonie Mutuelle aujourd'hui fasse un peu cet événement, un petit peu dense sur ce thème qui est femmes et hommes sont-ils égaux en santé ? Et en quoi, finalement, c'est une question qui intéresse au quotidien la Mutuelle. Ok. Moi, je suis très, très heureuse de cette initiative, de la présence à la fois dans la salle et des inscrits, si j'ai bien compris. On a beaucoup de monde aussi en distanciel, des intervenants et des intervenantes de haut vol, et donc très, très heureuse de les accueillir. Moi, je voulais juste dire deux, trois petites choses, effectivement, pour répondre à votre question, Jean. La première, c'est que dans le monde, il n'y a que 14 pays où l'égalité juridique est parfaite entre les hommes et les femmes. Ça ne fait pas beaucoup. On parlait de téléphone tout à l'heure. En Afghanistan, elles n'ont même plus le droit au téléphone depuis quelques jours. Donc, il ne restait pas grand-chose. Donc, voilà, je veux dire, on est dans un monde où il y a des combats à mener encore. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, si je viens sur le sujet plus direct de la santé des femmes, il y a une étude qui m'a frappée là il y a quelques jours. C'est une étude conjointe de la fondation de la PHP, de Robert Debré et de l'Institut Pasteur qui ont examiné les 14 000 comptes rendus d'hospitalisation pour cause de suicide pendant le Covid. La première cause de suicide, c'est les violences faites aux femmes dans l'environnement familial entre 8 et 25 ans. Avec un taux de suicide 2 fois supérieur à celui des hommes. Et donc, ça illustre très bien à la fois le fait qu'il y ait des spécificités et à la fois le fait que les personnes, que ce soit des femmes, des hommes ou voilà, des ressortissants de n'importe quelle spécificité, sont dans un environnement.
un environnement social, un environnement professionnel, un environnement relationnel. Et on parle souvent du colloque singulier entre le médecin et son patient. En fait, c'est un jeu à trois. Il y a le médecin, le patient, et puis il y a l'environnement qui joue un rôle. Et on le sait maintenant avec la génétique et surtout l'épigénétique, à quel point ça joue un rôle. Mais bon, on a des scientifiques qui diront ça beaucoup mieux que moi. Moi, je ne suis pas scientifique du tout. Donc ça, c'est un deuxième point que je voulais partager. Et finalement, on parle depuis quelques années maintenant de l'évolution de la médecine vers une médecine des 4P. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper. Prédictive, personnalisée, participative. Et puis, il me manque le quatrième, mais quelqu'un va le savoir. Préventive, voilà. Et donc, on voit bien finalement, quand on se dit qu'on est dans un environnement avec voilà, des impacts multifactoriels. On parle de santé globale aussi, ou de One Health maintenant. On voit bien que c'est des dimensions qui sont écosystémiques, systémiques, écosystémiques qu'on a à traiter. Et donc aujourd'hui, on fait le zoom parce que c'est fondamental sur la santé des femmes, les spécificités avec les webinaires qui vont s'enchaîner. Mais je veux vraiment replacer ça dans cette ambition de personnalisation, et aujourd'hui les techniques, les technologies le permettent parce que la santé, elle est voilà, la rencontre entre un environnement, une action et un individu à chaque fois. Donc voilà, et puis peut-être quelques chiffres sur, pour terminer cette introduction et pourquoi on a voulu faire cette initiative qui a été proposée par des collègues dans la mutuelle. Ce n'est pas une initiative de direction générale, c'est une de nos spécificités. On essaie de laisser voilà, des espaces pour créer des initiatives en lien avec nos ambitions, avec notre raison d'être. Et je veux citer particulièrement Émilie, administratrice d'Harmonie Mutuelle, très impliquée sur ces sujets, donc historiquement, et aussi dans la mutuelle. Et les quelques chiffres que je voulais citer pour illustrer un dernier point, j'ai parlé des 4P, moi j'aime bien aussi parler des 3C, le cœur, le corps, le cerveau, enfin le fait que tout est lié, relié. Et voilà, la première cause la première pathologie, on va dire, associée aux naissances, c'est la dépression. Donc voilà, on peut citer les AVC, la faible connaissance qu'ont les femmes des facteurs qui permettent de le reconnaître et donc d'agir. On peut citer les 70% de femmes qui n'ont pas d'activité physique suffisante pour le maintien en bonne santé, contre 40% chez les hommes. Et donc, voilà, nous, on est très impliqués sur comment on passe à l'action, comment on lutte contre la sédentarité. C'est notre fondation d'entreprise qui est dédiée à ça maintenant. Et donc, là aussi, on a des sujets spécifiques à cette catégorie-là que sont la moitié de l'humanité, les femmes. Merci Catherine. Voilà. Vous restez. Oui. Vous restez, s'il vous plaît. Je vais appeler maintenant à nous rejoindre nos 4 intervenantes. Et vous remarquez que pour traiter de la santé des femmes, on n'a pris que des intervenantes. C'est comme ça. Aujourd'hui, voilà. Nous avons donc Catherine Vidal, qui est neurobiologiste et qui nous éclairera, et au départ en tout cas, sur un vaste panorama sur cette question. Nous avons Catherine Azoulay, qui est à la fois gynécologue, endocrinologue et puis également engagée comme toutes nos autres intervenantes sur ces questions, et particulièrement sur les questions d'environnement et de santé environnementale. Nous avons Caroline Depeau. Alors, également une petite précision, je disais, nous abordons le sujet et nous abordons la question. Donc, autour de la conclusion ou des temps de conclusion, je vous projetterai quelques liens, quelques pistes d'ouvrages, quelques livres, puisqu'on a plusieurs personnes qui ont déjà publié. Et je vous recommande évidemment Femmes et santé, encore une affaire d'homme, par Catherine Vidal, où je vous recommande, on le citait, Caroline Depeau, je crois que c'est 2022, vous avez tout simplement écrit « La santé des femmes, un guide pour comprendre les enjeux et agir ». Mais il y a d'autres ouvrages qui ont été publiés et on en reparlera tout à l'heure. Donc Caroline Depeau en 4e position, et puis Fabienne Elkoury, qui est chercheuse à l'INSERM et qui est particulièrement, je dirais, spécialisée sur les questions de violences faites aux femmes. Et évidemment, dans le domaine de la santé, naturellement. Catherine Vidal, peut-être que c'est le moment où vous pourriez nous dresser un panorama pour qu'on rentre vraiment sur le sujet, puisque vous le traitez depuis quelques années vous-même. Pourquoi parler de genre et
évidemment, et de santé. Je vous laisse la parole. Et voilà. Alors, c'est aussi le moment de remercier toutes les personnes qui ont permis l'organisation de ce colloque. Je suis vraiment honorée et ravie d'y participer. Et donc, en guise d'introduction, je vous parlerai d'un rapport qui m'a été confié par le Haut Conseil à l'égalité. Et ce rapport a pour titre « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique ». Donc déjà, c'est très informatif comme titre. Alors, ce rapport part d'un constat qui est celui de la persistance des inégalités sociales de santé entre les femmes et les hommes, lesquelles entraînent des risques de discrimination dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Et l'importance de ce sujet est telle que de nombreux pays européens et nord-américains ont décidé d'intégrer la thématique genre et santé dans les plans stratégiques des institutions de recherche de médecine et dans les politiques de santé publique. Or, hélas, dans ce domaine, la France est en retard. Donc, l'objectif de ce rapport, c'est de montrer que la prise en compte du genre, alliée à celle du sexe, est source d'innovation dans la médecine, la recherche et les politiques de santé. Et ce rapport, je ne vais pas trop détailler, mais il a une spécificité, c'est-à-dire qu'il repose sur une approche scientifique avec des données extrêmement solides au niveau international. Bon, pour un peu déblayer le terrain, il faut faire la distinction entre les notions de différence et d'inégalité dans la santé. Les différences, elles sont liées au sexe biologique. Caractéristiques spécifiques des mâles, des femelles, les gènes, les cellules, les organes, les hormones. Bon. Mais les inégalités de santé, elles, sont liées à des facteurs sociaux, culturels et économiques. Et dans tout l'ensemble de ces facteurs, la notion de genre joue un rôle très important. En voici quelques exemples. Les représentations sociales liées au genre masculin, féminin, influence les attitudes des patients et aussi des soignants. Autre facteur, la précarité économique qui touche principalement les femmes entraîne le phénomène, hélas, très répandu de renoncement aux soins et de dégradation de l'hygiène de vie. Et il y a les violences et agressions sexuelles dont les femmes sont les premières victimes. Donc l'ensemble de ces facteurs est source d'inégalités de santé, d'où l'importance d'avoir une vigilance éthique pour garantir des conditions égalitaires dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Donc j'irai très vite dans la suite parce que ces sujets vont être évoqués par mes collègues. Donc je reviens sur cette notion très importante dans les inégalités de santé, c'est la précarité économique. 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. 85% des familles monoparentales concernent les femmes, dont un tiers vivent sous le seuil de la pauvreté. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est un renoncement aux soins et une dégradation à la fois de la santé physique et mentale. Et on peut rappeler quand même que l'espérance de vie des femmes ouvrières est réduite de 8 ans par rapport aux femmes cadres. Les chiffres, là, sont vraiment extrêmement importants à garder en tête. Autre point aussi très important à évoquer, les risques professionnels et la pénibilité au travail. Par exemple, les cancers d'origine professionnelle sont sous-évalués chez les femmes. C'est le cas du cancer du poumon. Il y a aussi tout ce qui concerne les études sur les agents cancérogènes dans le secteur du nettoyage qui ne sont pas suffisamment étudiés. Hélas, les femmes sont majoritaires dans ces secteurs. Et le travail de nuit qui entraîne une augmentation de 26% du risque de cancer du sein. Il y a dans la réalité de la vie au travail, les troubles musculo-squelettiques concernent davantage les femmes, 58% contre 42% des hommes. Et aussi, en ce qui concerne les risques psychosociaux, ils sont plus fréquents chez les femmes. Une étude récente de l'assurance maladie a montré que parmi les personnes en burn-out, il y avait en fait 60% de femmes. Et le risque de basculement d'un mal-être vers un trouble de la santé mentale est de 26% pour les femmes et 19% pour les hommes. Pour terminer, j'évoquerai la question de la pénibilité au travail,
qui est une notion qui, hélas, est très souvent sous-estimée et difficile à faire reconnaître pour les femmes, parce que les critères de reconnaissance de maladies professionnelles sont majoritairement fondés sur le travail masculin. Et je vous parlais tout à l'heure de cette étude qui montre que le travail de nuit augmente de 26% le risque de cancer du sein. Cette étude, elle a été faite sur 13 000 femmes. Donc cette démonstration est extrêmement solide. Or, donc l'étude date de 2018 et ce n'est qu'en 2023 qu'il y a eu le premier cas de reconnaissance de maladie professionnelle chez une infirmière. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et pour terminer, mes collègues vont en parler, il y a tout ce qui concerne les charges domestiques et familiales, les violences et les agressions sexuelles qui entraînent des risques accrus pour la santé physique et mentale des femmes. Merci pour votre attention. Un panorama extrêmement complet. On va revenir, on va zoomer sur quelques aspects. Catherine Azoulay, est-ce que vous êtes spécialiste, donc plutôt santé environnementale, et en quoi les femmes sont-elles plus touchées, plus impactées par justement la santé environnementale ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça peut paraître curieux comme question, mais manifestement, vous avez un certain nombre de données justement à nous apprendre dessus. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, avant de répondre à cette question, si vous voulez bien, je vais un peu expliquer ce que c'est la santé environnementale. Donc, c'est une nouvelle spécialité, presque on pourrait dire, hein, c'est un nouveau secteur de la santé qui s'intéresse spécifiquement au rôle de notre environnement au sens très large. Vous avez fait déjà allusion tout à l'heure à l'environnement. Là, on est encore un cran plus large, c'est-à-dire l'importance des facteurs biologiques, mais aussi physiques, mais aussi chimiques, et puis sociaux, psychosociaux, voire même esthétiques. Donc, quel est le retentissement de tous ces facteurs de notre environnement sur la santé ? Donc ça, c'est la santé environnementale. Il y a de plus en plus de données sur ce sujet. Il y a de plus en plus de publications scientifiques sur ce sujet, puisque la pollution est considérée aujourd'hui, et c'est sans doute sous-estimé même, mais comme la première cause de décès dans le monde, pourrait être responsable de 1 décès sur 6 dans le monde. Et effectivement, il y a de plus en plus d'arguments aujourd'hui pour penser que les femmes sont des victimes privilégiées en quelque sorte des risques environnementaux. Donc il y a 2 grands risques, on peut dire, de l'environnement dans ces travaux. C'est le risque lié à la pollution, donc pollution chimique, pollution de l'air principalement, hein, en synthétisant. Et puis il y a aussi les conséquences du réchauffement climatique. On voit en ce moment, hein, dans l'actualité, on l'a encore vu ce week-end, hein, l'importance, l'augmentation des événements, ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire les tempêtes, les inondations. Il y a encore eu la tempête Monica là, il y a 5 jours, comme vous le savez, vous l'avez fortement entendu. Et puis évidemment, ce réchauffement climatique, il est aussi lié directement avec la pollution de l'air. La pollution de l'air augmente avec le réchauffement climatique. Et on a de plus en plus de travaux qui étudient les retentissements de toutes ces pollutions, de tous ces événements climatiques sur la santé. Et les femmes sont, je l'ai dit, semblent des victimes privilégiées. Alors on va prendre quelques exemples, on ne va pas tout détailler, c'est trop compliqué. Mais par exemple, si on parle de la pollution chimique, vous avez peut-être entendu parler des perturbateurs endocriniens, qui sont donc des molécules, comme leur nom l'indique, hein, qui perturbent le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est les hormones. Et évidemment, les femmes sont les premières cibles là, parce que elles sont vraiment sous l'influence pour leur santé du système hormonal. Et il se trouve en plus que les perturbateurs endocriniens ciblent plus spécifiquement les hormones féminines. Donc on a un deuxième argument. Et puis troisième argument, les femmes peuvent être enceintes. Ce qui, jusqu'à nouvel ordre, n'apparaît pas encore chez les garçons. Ça pourra peut-être venir, mais enfin pas pour l'instant. Et il y a aussi des démonstrations que la femme, lors de la grossesse, peut transférer les perturbateurs endocriniens à l'enfant, avec des conséquences sur la grossesse,
augmentation de la prématurité, augmentation des petits poids de naissance, augmentation du risque pour les enfants d'être morts-nés. Et on a, par exemple, pour parler des plastiques qui sont vraiment un fléau, c'est clair et net aujourd'hui. Les plastiques ont une caractéristique, c'est qu'ils ne sont pas biodégradables, ils se fragmentent. Ils se micro-fragmentent, ils se nano-fragmentent. C'est-à-dire que dans leur processus de vieillissement, ils vont arriver à être des nanomatériaux. Et il est prouvé que ces nanomatériaux, par exemple, peuvent être retrouvés dans le placenta. Donc en fait, il y a une transmission des nanoplastiques que nous portons tous en nous, puisque une étude il y a quelques années avait évalué à 5 grammes par semaine, 5 grammes par semaine la quantité de plastique que l'on ingère, c'est-à-dire en gros c'est une carte de crédit. Pourquoi ? Parce que les plastiques sont partout, sont dans l'air, les nanoplastiques sont très légers, donc ils sont très facilement transférés sur la planète. Ils sont dans les sols, donc ils sont dans les plantes que l'on va ingérer. Ils sont aussi dans nos vêtements. Et une étude avait montré une étude assez récente d'ailleurs, a montré que si on prend des placentas humains et que l'on cherche les plastiques, on va trouver du polyéthylène, qui est le plastique le plus utilisé pour les emballages, etc., les sacs en plastique, etc. Mais aussi du PVC et du nylon. Donc le nylon, c'est dans les fibres textiles. Donc ça, c'est un exemple pour la pollution chimique. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler un peu de la pollution de l'air. Oui. Donc la pollution de l'air, c'est la même chose. Donc c'est une pollution généralisée qui contient beaucoup d'éléments gazeux comme le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote, et aussi des éléments particulaires, les particules fines, dont vous avez sûrement entendu parler. Et là aussi, on a des particules fines, des particules ultra fines maintenant qui ont été identifiées. Donc plus la particule est fine, comme pour le plastique, plus elle va pénétrer loin dans les organes, et plus elle est susceptible d'être néfaste. Un lien a été établi pour la pollution de l'air avec l'augmentation des événements cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, bien sûr, des maladies neurologiques. Alors vous allez me dire, ça c'est indépendant du sexe. Oui, d'accord. Mais là aussi, dans la grossesse, il y a une augmentation du risque de grossesse qui se passe mal dans des zones où la pollution de l'air est plus importante, et également des liens ont été faits avec le cancer du sein, par exemple. Merci. Le mot qui me vient, c'est édifiant d'une certaine manière, parce que on le verra tout à l'heure, mais dans bien des zooms que l'on fait ce matin, les situations ne s'améliorent pas clairement. Alors en ce qui concerne l'environnement, malheureusement, on ne peut pas dire que ça s'améliore. Vous avez peut-être vu hier un rapport de la Cour des comptes qui est sorti sur le sujet pour dire qu'il était temps de se réveiller, qu'il était temps d'investir de l'argent et que l'adaptation, ça s'appelle l'adaptation au changement climatique, était absolument indispensable. Et sur le plan de la santé, c'est évidemment un gros sujet de préoccupation. Caroline Depeau, vous êtes également scientifique, vous êtes sociologue. Et en plus de ces diverses casquettes dans vos études, vous avez un job auprès des professionnels de santé puisque vous êtes à l'URPS. Et du coup, ma question, elle sera également assez précise. Vous avez travaillé sur les représentations sociales, vous avez travaillé sur l'organisation du travail, et en quoi la santé des femmes est-elle touchée particulièrement par ces représentations ? Oui, merci. Vaste question quand même. L'idée, c'est surtout de bien prendre en compte que, pour rebondir sur les propos notamment de Catherine Vidal, c'est du biologique un peu et c'est du social beaucoup. C'est-à-dire que je pense que, par l'exemple, c'est toujours plus facile à expliquer, mais en introduction, il était parlé par exemple des accidents vasculaires cérébraux. Il n'y a normalement pas de signes spécifiques, et il n'empêche que
les femmes vont avoir tendance à appeler moins rapidement pour elles-mêmes que pour leur entourage, à signes et symptômes égaux. Donc ça, c'est une construction sociale qui fait qu'à un moment, la femme va s'inquiéter davantage pour son entourage que pour elle-même parce qu'elle a intégré des normes de santé et de prendre soin qui ne sont pas les mêmes pour elle, pour son entourage. Et à l'inverse, vous avez par exemple pour l'alcool ou pour le tabac une intrication qui va être complémentaire avec, là pour le coup, une différence biologique, puisque les femmes vont être plus dépendantes à des doses plus faibles, donc biologiquement différentes que les hommes, dont on peut discuter du coup d'avoir des programmes égaux sur le sujet. Et malgré tout, il va y avoir une intrication sur le fait que les conditions sociales, la précarité dont pouvait parler là encore Catherine en introduction, va venir surajouter j'allais dire en vulnérabilité pour les femmes, puisque par exemple, alors peut-être que vous rebondirez dessus, mais on sait que par exemple les femmes vont davantage fumer pour des raisons de compensation de situation sociale, alors que les hommes vont davantage fumer pour des logiques de plaisir, des logiques hédonistes. Et là encore, c'est les conditions de vie qui font ça. Et un de nos chevaux de bataille, avec Catherine Vital et moi, notamment sur la dépression ou sur la santé mentale, c'est de dire que, et on peut en parler par exemple sur le burn-out, sur les chiffres qui sortent, c'est pas parce que les femmes sont des petites choses fragiles, c'est parce que leurs conditions de vie sont plus merdiques, pardon pour le terme, mais à conditions de vie égales, santé mentale égale. Et donc, si à un moment, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, ben forcément, votre santé mentale, elle est déficiente. Et pas parce que vous êtes une petite chose fragile qui pourrait être ces choses-là. Enfin, en tout cas, ça, c'est un des premiers éléments. Et sur la partie organisation du travail, j'allais dire que c'est quasiment un projet de société qui va avec. C'est-à-dire que la société, elle est construite sur le fait que dès qu'on est petite fille ou petit garçon, on va nous assigner sur des rôles sociaux. Et donc, la trajectoire professionnelle, elle va aussi être assignée. Et par exemple, ce qui est démontré dans les trajectoires professionnelles, c'est que les jeunes femmes ne vont pas s'autoriser ou moins s'autoriser à envisager des carrières professionnelles, ou en tout cas elles vont dire je veux une carrière professionnelle qui soit compatible avec une vie familiale. Et dès lors que vous commencez déjà à avoir instillé ça, vous avez déjà commencé à créer des inégalités sociales d'accès après aux revenus, mais après en termes de conditions de travail, c'est que vous n'accepterez pas n'importe quel travail, vous n'accepterez pas la même chose. Il n'y a pas de jugement de valeur, hein. C'est vraiment une question de construction sociétale. C'est juste pour dire que ce matin, on est vraiment sur un projet de société d'hommes et femmes. C'est-à-dire que santé des femmes, ça ne peut pas marcher sans santé des hommes. Surtout qu'eux aussi vont se retrouver discriminés sur certains éléments. C'est-à-dire qu'ils vont être sous-diagnostiqués en termes de dépression, ils vont être sous-diagnostiqués en termes d'ostéoporose, parce qu'en effet, dans l'imaginaire collectif, l'ostéoporose, c'est une maladie de femme, par exemple. Donc après, je ne sais pas si je peux encore continuer un petit peu. Vous pouvez. Sur l'activité physique, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qui a été démontré, c'est que souvent on dit que c'est parce que les femmes n'ont pas le temps. C'est pas forcément vrai. Les études montrent que les femmes vont avoir du temps, mais que si du temps se dégage, elles vont consacrer à leur famille, elles vont consacrer à leur travail en supplément, mais pas pour elles-mêmes. Alors que les hommes vont faire ce calcul économique rationnel. Et je pense qu'il faut suivre leur exemple de se dire, je vais d'abord prendre soin de moi, parce que si je prends soin de moi, je prends aussi soin des autres. Et je pense que là aussi, il y a des modèles à prendre en disant, suivons-les sur ces chemins vertueux là quand ils existent. J'ai le droit encore ou pas? Vous me cherchez. Oui. Parce que il y a aussi toute cette question de charge mentale dont il est question beaucoup et d'aidants, et je pense que c'est aussi important parce que là aussi il y a une discrimination qui arrive. La discrimination, elle est quand on s'intéresse aux conditions de santé des personnes, les aidants par exemple, quand on est sur un aidant, souvent ça va être le conjoint ou le compagnon, et on est à peu près sur une petite surreprésentation féminine, mais assez peu. Mais dès lors que vous passez à 2 aidants, donc souvent les parents, vous êtes à 75% d'aidants qui sont des aidantes. Et là, pour le coup, en termes de charge mentale, mais en termes d'organisation du travail, pour le coup, il y a des inégalités de santé qui se mettent en place, et vous avez des aidants qui meurent d'accompagner les gens. Donc là aussi, on n'est pas égaux en termes d'aide, et c'est un continuum dès le début, dès l'éducation. Donc moi, je plaide pour un changement de société. C'est tout simple pour ce matin. C'était pas prévu. Et d'ailleurs, peut-être vous auriez dit aidante, peut-être, du coup. C'est osé? Non. Elle est au courant. Oui.
Très bien. Fabienne El-Khoury, vous êtes spécialisée donc sur l'étude de la violence faite aux femmes. Et donc, du coup, question un tout petit peu directe et stupide, mais d'une certaine manière, dans le libellé en tout cas, en quoi la santé des femmes est-elle impactée, tant moralement évidemment, hein, et quelle est la situation aujourd'hui en France, particulièrement 2024, et quelle est l'évolution, puisque c'est un sujet qui est extrêmement présent. Voilà, quelle est l'évolution sur ce plan-là? Merci. Et merci pour les organisatrices aussi qui ont beaucoup bossé, œuvré pour cet événement. En fait, effectivement, rien s'arrange et les violences aussi. Quand on pense aux violences, on va penser féminicide, car c'est très visible dans les médias, un peu les violences conjugales. Mais en fait, les filles et les femmes, et je veux bien parler des filles car elles sont aussi tout le temps invisibilisées dans les discours sur les violences, elles subissent tout un spectre de violence qui va de harcèlement de rue jusqu'au viol et féminicide. Et en fait, voilà, on a plein de données. Par exemple, on sait que, selon les études, entre une fille sur 5 et une fille sur 10 est victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Ce qui est énorme, ça a beaucoup d'effets sur la santé, je vais en parler. On parle des violences conjugales. Il y a une étude européenne faite en 2012 sur un échantillon représentatif des filles et des femmes qui vivent en Europe, dans l'Union européenne, et montré jusqu'à 43% des femmes sont victimes d'une forme de violence conjugale. C'est surtout les insultes, les violences verbales, le dénigrement, mais aussi, ce qu'on en parle presque jamais, c'est les violences économiques. Par exemple, les femmes victimes de violences, il y a certains red flags, on dit en anglais, c'est-à-dire des petits avertissements qui peuvent montrer qu'il y a des violences conjugales. Je parlais avec une médecin de la maison des femmes qui accompagne des femmes victimes de violences. Par exemple, le fait qu'un homme ne laisse pas la femme avoir un compte bancaire, c'est peut-être un petit avertissement. Et les violences économiques, elles sont elles sont très répandues, on n'en parle pas, mais c'est une forme de violence conjugale et ça a aussi un effet. Mais d'habitude aussi, les violences ne viennent pas toutes seules, elles sont accompagnées d'autres formes de violence, encore une fois, dénigrement, insultes, violences verbales, voilà. Du coup, c'est 43% des femmes en Europe qui sont victimes d'au moins une forme de violence conjugale. Dans cette étude, toujours en 2012, on n'a pas des études plus récentes en Europe, c'est 7% des femmes qui sont en couple actuellement en Europe, 7% des femmes sont victimes de violences au moins verbales de leur partenaire actuel. C'est aussi énorme. Voilà, on parle de plus en plus, mais pas assez, je trouve, des cyberviolences. C'est 73% des femmes entre 18 et 25 ans qui étaient victimes au moins une fois des violences en ligne. Et dans la plupart du temps, c'est des événements répétés. Du coup, là aussi, en fait, ça crée comme un climat d'anxiété, de peur. Et on sait bien que ce n'est pas du tout bien pour la santé mentale. Alors, du coup, en revenant sur les violences conjugales, selon les forces de sécurité, il y a au moins 240 000 femmes par an. En 2022, c'était au moins 240 000 femmes par an qui sont victimes de violences conjugales. Selon une autre étude, toujours par le ministère de l'Intérieur, c'est 320 000. Du coup, c'est par an. C'est un chiffre énorme. On ajoute à ça au moins, toujours selon le ministère de l'Intérieur, c'est au moins 85 000 femmes par an qui sont victimes de violences sexuelles, par exemple l'agression sexuelle, tentative de viol. Des études, par exemple, sur les femmes qui prennent des transports en Île-de-France trouvent que 9 femmes sur 10 sont victimes de violences sexuelles dans les transports, qui peuvent aussi aller d'une insulte jusqu'à une agression sexuelle, voire même du viol. Du coup, c'est partout. Et on a des études, je vais aussi parler un peu de mes études, qui montrent que les femmes victimes de violences, par exemple les violences conjugales ou les violences sexuelles, ont de risques de développer plein de maladies. Par exemple, il y a une méta-analyse, c'est une étude qui va résumer un peu plein d'autres études scientifiques qui montrent que les violences sexuelles, spécialement durant l'enfance, sont liées à la dépression, au risque suicidaire, même à des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires. Voilà. Et pour parler par exemple de mes études, moi j'ai
analyser les données du baromètre santé. C'est une enquête répétée faite par Santé publique France. Et en 2017, on a eu des questions sur les violences sexuelles. C'était la première fois depuis une décennie. Et depuis, il y a 3 ou 4 enquêtes baromètre santé, on n'a pas les questions sur les violences sexuelles. Et en fait, en 2017, voilà, il y avait un échantillon représentatif des adultes français. Et on a posé des questions sur les violences sexuelles. Et c'était en 2017, du coup, avant MeToo. Et en parallèle, il y a plein d'études qui ont montré qu'après MeToo, comme il y a moins de stigmatisation, il y a plus des femmes qui rapportent être victimes de violences sexuelles. Mais bon, revenons. En 2017, il y avait 10% des femmes en France, des adultes, qui ont rapporté être victimes de violences sexuelles. Et dans la majorité de temps, la première victimisation était avant l'âge de 15 ans. C'était 2% chez les hommes et c'était dans quasiment toutes les violences sexuelles subies par les hommes, c'était avant l'âge de 12 ans, mais bon, on va parler des filles et des femmes aujourd'hui. Et en fait, dans cette étude, on pose des questions sur la santé mentale, la santé physique, le sommeil et l'usage de substances. Et on a montré que les femmes victimes de violences sexuelles, durant l'enfance, elles ont plus de risques d'avoir des problèmes de sommeil qui peuvent vraiment être très délétères pour la vie, la qualité de vie. Elles ont plus de risques suicidaires qui est très très important. Elles ont plus de dépression. Elles ont aussi plus d'usage de substances par rapport à d'autres femmes qui ne sont pas victimes de violences sexuelles. Du coup, les violences sexuelles sont liées à plein de problèmes de santé mentale, d'usage de substances, mais aussi de santé physique. Et par contre, on a très peu d'accompagnement et de prise en charge de ces violences dans le soin actuel en France. Vous ne m'avez pas demandé si vous pouviez continuer, mais il y a un aspect, je crois, vous venez de finir dessus, sur l'aspect des capacités d'accueil et de l'hébergement, qui est finalement très, très sous-dimensionné par rapport aux besoins que pourraient avoir les femmes. Exactement. En fait, il y a un rapport de la Fondation des femmes qui est très utile sur ce point. Dans ce rapport, elles disent que 40% des femmes victimes de violences qui veulent partir de leur domicile n'ont pas un hébergement, ce qui est criant. Et dans le même rapport, on dit que 12% des femmes victimes de violences trouvent un hébergement qui est adéquat. Et les autres, elles n'ont pas. Et voilà, pour 40% des femmes, on ne peut pas proposer d'un hébergement. Or, en fait, la première chose qu'on doit faire, c'est protéger ces femmes, car tant qu'elle vit avec son agresseur, elle est toujours en danger, 1, et 2 aussi pour la santé mentale. Et tout. Je pense que la première mesure à faire, c'est la protéger et éventuellement l'offrir un hébergement. On a beaucoup de manques sur ça en France, mais la deuxième chose aussi, c'est un soin de ces psychotraumas, de ces problèmes en fait. Ces psychotraumas, c'est voilà, les problèmes psychologiques qui sont dus aux violences. Et selon un rapport du HCE, du Haut Conseil Égalité Femmes-Hommes, on aurait besoin de 300 centres de psychotraumas en France pour répondre à ce besoin. Combien de centres ? 300. C'est ça. Et il y en a 15 dans juste 10 qui est vraiment opérationnel. Du coup, il y a vraiment un manque criant de soins de psychotrauma, mais aussi d'hébergement. Et je ne parle même pas de l'accueil par des agents et agences de justice et de police. Merci beaucoup. Une petite remarque qui nous vient sur le fil de discussion. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent, et qui disent que les interventions sont très claires. Maintenant, je vais m'adresser 3 secondes à eux. Au-delà de ces compliments, n'hésitez pas à nouveau à poser des questions sur le fil de discussion, parce qu'on va passer à la deuxième petite partie de cette table ronde. En fait, avant de redonner la parole à Catherine Vidal, je vais vous réinterroger avec une question toute simple pour chacune. En fait, c'est finalement, vous avez décrit des situations qui sont, pour certaines, qui s'amplifient, qui sont dramatiques, qui sont parfois en croissance. Quand on parlait des chiffres, vous avez parlé des 244 000, mais avant, les chiffres étaient plus bas. Donc, un certain nombre de faits majeurs se détériorent. Et du coup, comment, dans chacun des domaines, il serait possible de passer à l'action ? Comment il serait possible de distinguer des points de progrès, des choses qui s'améliorent un petit peu ? Et qu'est-ce que vous préconisez pour que des choses changent rapidement ? C'est des questions toutes simples pour répondre rapidement. Oui, c'est vous qui commencez, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne l'environnement, il y a évidemment des choses qui ne dépendent pas de nous, bien sûr.
On observe en France maintenant, comme dans le monde entier, mais enfin c'est un peu évalué en France maintenant, ce que l'on appelle l'éco-anxiété. C'est-à-dire, selon les études, 70, 80%, 60%, on est à peu près toujours dans ces taux-là, des Français et des Françaises expriment une certaine inquiétude, voire une vraie anxiété vis-à-vis justement de cette crise environnementale et climatique. Alors que faire ? Un des plus grands climatologues français, qui s'appelle Jean Jouzel, je vais y arriver, a dit, et c'est une phrase absolument marquante, que la meilleure réponse à l'éco-anxiété, c'est le passage à l'action. Alors, passer à l'action. Donc, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Ça peut se faire au niveau du citoyen, du particulier, de tout le monde, de madame tout le monde, qui est d'essayer soi-même, si l'on est intéressé par le sujet, d'abord de se documenter. C'est-à-dire d'essayer de savoir quelles sont les données scientifiques validées. Je ne suis pas en train de parler d'une action, je ne suis pas en train de parler d'une opinion, je ne suis pas en train de faire de la politique, je suis en train de faire de la science. Donc il y a des choses scientifiques qui sont accessibles. Tout à l'heure, vous fournirez justement une liste de sites ou de livres voilà, sur le sujet de la santé environnementale. La première chose, c'est de s'informer, voire de se former. Ensuite, une fois que l'on voit un petit peu ce qui se passe, il y a des actions que l'on peut développer à l'échelon de sa maison, trier, aérer, parce que on a parlé de la pollution atmosphérique, mais je n'ai pas parlé de la pollution intérieure. Et on passe 85% de notre vie dans des espaces clos. Et dans nombre de cas, la pollution intérieure est plus importante que la pollution extérieure. Il y a récemment eu une étude aussi, par exemple, dans le métro, où on a démontré qu'il y a énormément de stations de métro qui sont polluées à des taux supérieurs à ce qui est jugé tolérable sur le plan de la santé. Donc, vous voyez, c'est le métro, mais dans la maison aussi, parce qu'il y a une pollution domestique. Tout à l'heure, Madame Vidal y a fait allusion, les produits d'entretien, les cosmétiques, les plastiques, les contenants en plastique, etc. Donc, on peut avoir une action individuelle propre. Ensuite, on peut avoir une action de citoyen. Bon, ça c'est un choix. On peut devenir militant, on peut devenir activiste, on peut utiliser son bulletin de vote. Ça c'est au choix, mais c'est une. On peut changer la société. On peut révolutionner la société. Bon, après c'est une question de choix, mais c'est une possibilité de passer à l'action. Après, il y a l'action à l'échelon des professionnels de santé, donc s'impliquer dans la santé environnementale, se renseigner, se former, diffuser l'information et puis essayer d'appliquer dans sa pratique quotidienne, d'avoir un impact par rapport aux données que je vous ai par exemple citées tout à l'heure, et par exemple chez les médecins généralistes, mais pas que, mais il y a là aussi une nouvelle spécialité en quelque sorte qui s'appelle la santé planétaire, qui est pour chaque professionnel de santé impliqué d'essayer de prendre en compte toutes ces nouvelles données dans la pratique pour les retranscrire aussi à ses patients. Puis il y a le troisième échelon, je ne vous demande pas si je peux continuer, j'y vais, sur les décideurs, c'est-à-dire un décideur, quel qu'il soit, y compris les décideurs politiques, les décideurs à l'échelon, n'importe quel échelon. Il faut aussi qu'il se forme et qu'il ait un impact pour la population. Et puis je voulais terminer en disant, si vous m'y autorisez, que dans le domaine de la santé, tout l'écosystème de la santé doit s'emparer de ces sujets. Et je remercie beaucoup Adeline de me permettre d'être là aujourd'hui pour en parler. Merci. Merci. Caroline Depeau, je crois que vous distinguez au moins deux éléments qui ont progressé. Je crois que vous parlez de la parité, c'est un point qui a progressé. Vous parlez également des médicaments. Sur quelles actions vous voudriez qu'on passe à l'action et qu'est-ce qui pourrait progresser ?
Bon, les médicaments, je laisserai Catherine en parler parce que c'est notamment dans ses écrits que j'ai cités. Alors, je vais pas m'approprier ces propos. Tout revient à Catherine, finalement. Mais déjà, je pense que il faut y croire. C'est-à-dire, il faut croire que les choses sont déjà possibles de les changer, parce que si on est défaitiste, on arrête tout et puis on éteint la lumière, on s'en va. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, c'est que, en tout cas, sur les stéréotypes, les constructions sociales, dès lors qu'on en prend conscience, on les change. Donc c'est pour ça que je suis assise ce matin, c'est pour ça que je le fais aussi dès que je le peux, c'est de diffuser la connaissance pour que les choses changent. Moi, je passe mon temps à rencontrer notamment des soignants qui savent pas, et au moment où on leur dit, on voit bien que ça c'est clair et qu'ils se j'avais pas conscience qu'en effet mon comportement, mon attitude pouvait créer une stigmatisation, des discriminations et finalement générer des inégalités sociales de santé. Donc moi je suis plutôt optimiste parce que je trouve que aujourd'hui on est là, donc ça veut dire que l'audience est beaucoup plus facilitée, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chemin encore à faire, hein. Mais en tout cas, il faut libérer la parole, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes osent. C'est plus supportable de souffrir, donc c'est intolérable de souffrir. Donc cette intégration de la douleur, il faut pouvoir la libérer. Il faut que les soignants puissent être suffisamment à l'écoute pour accueillir la parole et qu'on sache qu'on puisse l'accueillir. Et puis, j'allais dire, c'est tout à chacun. On parlait de discrimination, on parlait, par exemple, on arrête d'autoriser des remarques sur le corps des femmes qui créent des stigmatisations sur la grossophobie et qui font qu'après, il y a des inégalités de santé, des souffrances qui se mettent en place et pour lesquelles les femmes sont particulièrement discriminées. Je dis ça parce que c'est notamment le sujet qui revient régulièrement quand je discute avec le grand public. On s'autorise des choses pour les femmes qu'on ne s'autorise pas pour les hommes. Et là, pour le coup, c'est tout à chacun. Quand on éduque nos enfants, quand on éduque les garçons, les petites filles, eh ben, on a ça en tête pour se dire qu'on essaie de leur laisser faire leur propre choix et qu'on ne les induit pas sur des positions stéréotypées dont après ils sont eux-mêmes emprisonnés, en fait. On parle beaucoup de féminisation de la société. C'est un terme qui est quand même galvaudé, féminisation de la société. Ça veut dire que tout le monde aspire à avoir une vie où on concilie vie sociale, vie professionnelle et vie domestique. Et de dire féminisation, c'est un côté extrêmement négatif. Et finalement, la santé des femmes, c'est la santé de tout le monde. Ouais. C'était pas le moment de la conclusion, mais vous en aurez une autre. Très bien. Fabienne, vous aussi, vous passez à l'action ? Oui, alors, en fait, les mesures à faire, elles sont concrètes, on les connaît. Ça fait 10 ans que des associations féministes réclament des mesures concrètes et de l'argent pour lutter contre les violences. Je vais parler sur les violences faites aux femmes, car aussi, ça c'est un peu mon domaine d'expertise. En fait, un autre rapport de la Fondation des femmes a chiffré à 2,6 milliards d'euros les besoins pour faire des mesures vraiment concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes. 2,6 milliards, et ça c'est le minimum en fait, selon les estimations. Alors que par exemple, en 2023, le gouvernement a dépensé 188 millions d'euros, ce qui est mieux qu'il y a 10 ans, mais vraiment, c'est juste une petite goutte d'eau, alors qu'on a besoin de bien plus. Et pourquoi ces mesures ? Pourquoi 2,6 milliards ? Ça semble énorme, mais le problème et l'enjeu est énorme aussi. C'est par exemple pour avoir plus des agents et agentes de justice et de police. Car les femmes victimes de violences, elles vont à la police dans beaucoup de temps. Et il y a eu beaucoup de cas aussi qui étaient médiatisés récemment, où elles ne sont pas bien accueillies, où les policiers et policières ne sont pas formés. Du coup, il faut plus des agents et agentes de justice et de police qui sont formés, qui sont aussi en nombre suffisant. Il y a même les syndicats de police qui disent il y a une pénurie, et des syndicats de magistrats qui disent il y a pénurie des agents et agentes de police et de justice. Il nous faut plus. Il nous faut aussi plus d'argent pour l'hébergement. Et à chaque fois, les associations de terrain demandaient plus de places d'hébergement. Elles n'obtenaient jamais vraiment l'argent et le financement nécessaire. Encore une fois, on a besoin de 2 milliards, on a 188 millions. Et il y a un problème. Il faut aussi plus d'argent pour former des professionnels et des soignants et soignantes pour accompagner les femmes victimes. Il faut, par exemple, plus d'initiatives comme la Maison des Femmes. C'est un établissement médico-social qui était initié à Saint-Denis, mais maintenant il est un peu dans une dizaine de villes en France, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut des établissements et des soignants et soignantes qui accompagnent ces femmes. Voilà, il y a plusieurs mesures. Il y a de l'argent.
je veux bien le militantisme individuel, mais à un moment donné aussi, il faut que le gouvernement, qui ça fait 5 ans, 10 ans, qui parle des droits des femmes comme la grande cause du quinquennat, il faut l'argent derrière. Et aussi, en parallèle, il faut lutter contre une culture, une société qui a quand même invisibilisé, voire banalisé les violences faites aux femmes. Je vais citer un autre rapport du Haut Conseil d'égalité femmes-hommes. C'est le rapport sur la culture pornographique. En fait, aujourd'hui, même s'il y a une loi en France qui interdit l'accès au contenu pornographique aux mineurs, il y a une loi, mais en fait, elle n'est pas du tout appliquée. La technologie existe, mais elle n'est pas du tout mise en place. On parle de liberté, quoi que ce soit, alors qu'il y a de la technologie qui existe, qui peut quand même protéger la liberté des gens, mais aussi interdire aux mineurs l'accès au contenu pornographique. Le contenu pornographique, encore une fois, selon le rapport HCE, 90% du contenu pornographique, ça montre des violences faites aux femmes, ça banalise les violences. C'est vraiment une propagande pour les violences faites aux femmes. Et aussi, il y a des contenus racistes, homophobes, tout ce que vous voulez, mais un enfant de 11-12 ans a accès à ça. Et il y a des études, par exemple, il y a une enquête Ipsos qui a été faite il y a 2 ans, qui a montré que certains stéréotypes sexistes qui banalisent les violences, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase « les femmes, généralement, aiment être humiliées et frappées ». Et 36% des jeunes entre 18 et 25 ans, ils ont dit oui, entre les jeunes, alors que dans les adultes, les adultes, c'était 18%. Du coup, chez les jeunes, on a la banalisation et les stéréotypes sexistes qui explosent. Et une bonne partie, et aussi parmi ces jeunes-là, ils étaient le plus, spécialement les hommes, les jeunes hommes, ils étaient plus d'accord au fait que la pornographie, c'est comme ça qu'on apprend la sexualité. Du coup, il faut combattre la pornographie, spécialement l'accès au contenu pornographique pour lutter contre les violences faites aux femmes, car aussi il y a des études, spécialement en Angleterre, qui ont montré qu'aujourd'hui, le plus grand agresseur contre les filles, les mineurs, c'est d'autres mineurs, c'est des garçons mineurs. En fait, il y a une explosion aussi de violences sexuelles entre mineurs, et je pense que la pornographie n'est pas pour rien. Du coup, il faut aussi lutter pour ça. Il faut de l'argent, il faut plus de centres de soins, de psychotrauma. Voilà, il faut du travail. On n'est pas encore là. Merci beaucoup. Je le disais qu'on allait projeter quelques éléments, quelques livres, quelques liens, pourquoi pas quelques films, quelques éléments de connaissance, puisqu'il a beaucoup été question de connaissance. On n'a pas été beaucoup dans le blabla ce matin, il y a beaucoup de choses qui nous ont communiquées. Pardon ? Il ne manquerait plus que ça, oui. Dans le blabla. Hein, et du coup, ouais, je vais vous repasser la parole, Catherine, pour des éléments de pré-conclusion, si j'ose dire. Je vous en prie. Oui, je voudrais rebondir sur les propos de Fabienne, qui a largement cité tous les travaux que nous faisons au Haut Conseil à l'égalité. Le Haut Conseil à l'égalité, il y a un site très accessible pour tout le monde, et tous les rapports qu'on a évoqués sont en PDF sur ce site. Et vraiment, c'est extrêmement fait de façon pédagogique. Que ce soit le rapport dernier sur les stéréotypes sexistes, sur les questions aussi de travail, sur tout ce qui concerne la santé, sur les centres de psychotrauma. Enfin, il y a vraiment, on fait un travail passionnant et donc c'est bien de rendre hommage aux gens qui travaillent de façon très efficace dans tous ces domaines-là. Donc je terminerai par à nouveau au Conseil à l'égalité et ce fameux rapport qui m'a été confié. Donc, la conclusion, c'est que pour les praticiens, enfin, et pour tout le monde, pour les patients, pour tout le monde, c'est que la prise en compte de la dimension du genre, donc alliée à celle du sexe, évidemment, dans le domaine de la santé, a des retombées majeures, donc, en termes de connaissances scientifiques, de prise en charge médicale et de traitement, et de prévention et d'optimisation des coûts de santé. Et tous ces facteurs étant largement indispensables pour construire des politiques de recherche et de santé publique plus égalitaires, au bénéfice, bien évidemment, de la santé et des femmes et des hommes. Donc, nous avons 3 grandes recommandations en conclusion de ce rapport.
premièrement, intégrer la thématique genre et santé dans la formation aux professions médicales et paramédicales. C'est quelque chose d'extrêmement important. La formation qui va être nécessaire donc pour sensibiliser et former les personnels à ce que signifie cette notion d'interaction entre sexe et genre. Et ce n'est pas quelque chose de fréquent dans les études de médecine. Donc il faut faire un effort particulier dans la formation initiale auprès des étudiants et aussi dans la formation continue chez les professionnels de santé, et surtout ne pas oublier dans ces formations un prisme particulier sur la détection du dépistage des violences. Parce que les violences, c'est extrêmement intime et on doit être formé à dépister les violences. Deuxième point, soutenir les recherches, on l'a déjà dit, sur le sexe et le genre dans la santé. Et pour soutenir des recherches, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut créer concrètement une nouvelle institution publique de recherche et de médecine sur le thème genre et santé, à l'instar de ce qui se fait ailleurs dans les pays européens et nord-américains. Et surtout, avoir une approche pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, ça veut dire qui associe les recherches cliniques, biomédicales, avec les recherches en sciences humaines et sociales. Il y a trop souvent des barrières entre ces différentes disciplines. La santé, ce n'est pas simplement une histoire de biologie, c'est aussi une histoire de société. Donc il faut travailler ensemble pour comprendre précisément comment se forgent ces inégalités de santé. Et dernier point, inclure cette thématique genre et santé donc dans les politiques de santé publique pour donc concrètement intégrer ces principes dans les plans stratégiques des institutions nationales de recherche et de médecine, faire des campagnes d'information, c'est très important, auprès des associations de malades et du grand public. Ça, c'est vraiment indispensable, avec des vraies politiques de prévention et de santé publique pour réduire ces inégalités de santé. Et point également très important, garantir l'accès aux soins aux femmes en situation de précarité. Les informer, à nouveau, c'est le nerf de la guerre, l'information, les informer sur les droits et les guider vers les bons parcours de soins. Merci. En d'autres temps, on aurait pu dire vaste programme. Je vais revenir. Voilà, pardon. Je vais appeler, il y a eu la pré-conclusion, la conclusion, maintenant il y a la deuxième conclusion. Émilie Banny-Dusselier, je crois que c'est un moment important parce que c'est le moment où les adhérents sont présents avec vous. D'une certaine manière, vous représentez les adhérents, 2 500 000 adhérents, près de 5 millions de personnes protégées, des entreprises, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce que vous retenez déjà de cette première partie de cette matinée consacrée à cette question, enfin la question essentielle Oui, merci Jean. Bonjour à toutes et à tous dans la salle et puis en distanciel. Merci aux organisatrices, organisateurs aujourd'hui et puis à nos invités. Ce que je retiens, c'est que c'est déjà foisonnant d'informations et qu'on est vraiment dans cette logique d'approche globale de santé qui est portée chez Harmonie Mutuelle et qui est très portée avec conviction dans l'ensemble de l'entreprise. On l'a dit à plusieurs reprises, santé des femmes, c'est santé aussi pour tous et c'est santé de la société. Ça résonne vraiment avec notre raison d'être et notre contribution qu'on veut avoir au-delà de ce que nous faisons dans l'entreprise, notre contribution que nous voulons dans la société sur un certain nombre de sujets. La deuxième chose que je peux dire, c'est aussi, et là je vais emprunter des mots qui sont du jargon de Cynthia Fleury, une philosophe, c'est de reconnaître la situation de vulnérabilité. Ce n'est pas dire, par exemple, que les femmes sont des pauvres petites filles ou des pauvres victimes et que les hommes seraient des hommes, des personnes diaboliques. On n'est pas dans un monde binaire comme celui-là, mais en tout cas, l'idée c'est de reconnaître ces situations, ces zones de vulnérabilité
vulnérabilité, non pas que déficitaires, mais à des endroits aussi où il y a de la compétence et des choses qui se développent si on met autour des environnements capacitaires. Et donc nous, on a envie aussi, et on le fait déjà, de créer des environnements capacitaires, de rencontres comme ce matin, comme à d'autres moments. À d'autres moments où il y a pas mal d'écoute. Mais du coup, là, on est au siège d'Harmonie Mutuelle, dans la capitale, hein, en France, à Paris. Et je crois que la mutuelle, elle est un peu partout dans les territoires. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui se passe dans les territoires, dans les départements français? Est-ce que vous allez à la rencontre des adhérents? Et est-ce que la parole est ouverte sur, puisqu'on l'a dit plusieurs fois, hein, il y a la notion de connaissance et puis il y a la notion de libération de la parole. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où les gens se parlent de santé des femmes? Et est-ce que vous remontez des choses, puisque vous représentez les adhérents? Qu'est-ce que vous écoutez partout en France sur ces questions? Oui, tout à fait. On a beaucoup d'actions qui sont portées donc par des élus qui sont représentants des adhérents dans tous les territoires. Et on a déjà fait une vingtaine de rencontres dans les territoires avec des adhérents, des entreprises aussi adhérentes et des acteurs locaux, parce qu'on a vu l'importance de l'information, de la sensibilisation et de la connaissance des acteurs sur un territoire donné, qui peuvent être des relais, qui peuvent être des personnes qui vont sensibiliser aussi sur ces sujets. Et donc on a créé des rencontres sur des problématiques spécifiques telles que l'endométriose, on va parler du postpartum, on va parler de la ménopause comme un moment de vie qui vient impacter la vie des femmes et plus largement. Et puis on a aussi donc des rencontres avec des entreprises adhérentes. On a commencé l'année dernière et ça se poursuit cette année sur le rôle des entreprises en matière de violence au sein du couple. On a vu à quel point ça avait des retentissements très forts sur la santé des femmes. Et alors on parle majoritairement des femmes parce qu'évidemment elles sont très concernées sur ce sujet. Et donc on fait des rencontres avec des entreprises et des organisations syndicales et patronales dans différents formats. 15-20 entreprises, 200 entreprises en format conférence, etc. Et donc, on vient parler de l'impact que ça a sur la santé et surtout les retentissements qu'il y a évidemment dans l'entreprise et tous les leviers qu'il peut y avoir dans l'entreprise, puisque le maintien dans l'emploi et l'indépendance économique, on l'a vu, ce sont des sujets qui sont cruciaux pour la santé des femmes et pour la sortie d'un parcours de violence. Merci Émilie. Vous restez avec nous. On va passer au temps de questions-réponses pour la salle et puis au temps de questions-réponses évidemment à ceux qui sont à l'extérieur, c'est en virtuel, et qui ont posé quelques questions. Donc avant de vous passer la parole, il y aura un micro qui va circuler. Avant de vous passer la parole, vous pouvez lever la main, mais je vais commencer par une première question. C'était quel est le rôle de l'entreprise? Quel rôle l'entreprise peut jouer dans la santé des femmes? Alors, qui veut répondre à cette question? Quel rôle l'entreprise peut jouer dans la santé des femmes? Vous pouvez être plusieurs à répondre à la question. Hein. La vie au travail, hein, la réalité de la médecine du travail, qui est un secteur, comme vous le savez, complètement sinistré. Il est vraiment important que, enfin, il puisse y avoir une prise en charge digne de ce nom, prise en charge d'ailleurs par le secteur public. Parce que de plus en plus d'entreprises ont affaire à des prestataires qui relèvent du privé pour gérer la santé du personnel. Cela pose de graves questions sur le plan éthique, à savoir que toutes les données personnelles, les données intimes des employés, sont confiées à une gestion extérieure qui relève du droit privé. Et qu'est-ce que vont faire ces personnes? Est-ce qu'elles seront un peu averties sur le fait que les données privées puissent être revendues? Hélas, on sait bien que beaucoup de gens sont friands de ce genre de données personnelles pour ensuite faire des publicités ciblées. Je ne citerai pas tous les grands groupes des GAFAM qui sont les premiers à réutiliser toutes ces informations. Catherine, tout vrai? Peut-être un éclairage particulier sur deux possibilités pour les entreprises. La première, c'est qu'il y a une obligation en France, mais il n'y a pas de sanction à ma connaissance sur les entreprises de plus de 250 salariés qui ont l'obligation de mettre en place des services d'action sociale, d'accompagnement social.
Et donc, nous, c'est un service qu'on propose. Et dans les statistiques qu'on recueille, on a presque les 2/3 des appels quand on met en place le service qui viennent de femmes en situation monoparentale. Et donc, l'employeur a un rôle à jouer en termes de soutien. Et franchement, c'est pas une question financière. Ça coûte moins cher qu'un baby-foot. Et ça marche très, très bien pour aider à des moments un peu particuliers. Donc ça, c'est un premier éclairage que je voulais partager. Et puis le deuxième, je vais prendre des chiffres chez Harmonie Mutuelle. On participe chaque année à plus de 200 manifestations sportives. Il y a plus de 300 000 personnes qu'on voit passer. On fait des ateliers de prévention, etc. Et sur le semi il y a 15 jours ou de la semaine dernière, je ne sais plus, il y avait 42% de femmes parmi les participantes. Donc tous les ans, ça progresse. Et il y avait 10% de participants qui venaient par leur entreprise. Et donc les entreprises, parce que c'est un lieu social, un lieu de regroupement, peuvent aussi avoir un rôle pour aider justement et particulièrement les femmes à pratiquer une activité qui est à la fois utile sur le plan de la santé mentale, de la santé physique. Enfin, tout ça a été très bien développé. Donc, on parlait de capacitaires tout à l'heure. Les entreprises sont ultra capacitaires et c'est des petits trucs à faire tous les jours qui vont faciliter et changer parfois la vie. Et puis, moi, j'ai un souvenir, et je terminerai là-dessus, quand il y a eu le confinement, en 2019, là je vois quelques personnes dans la salle qui s'en souviennent, nous on a décidé de ne pas fermer tous les sites. On a laissé quelques sites ouverts, il y avait une grosse pression pour les fermer tous, parce qu'on savait que parmi nos salariés, il y avait des femmes en situation de violence et que rester à la maison en confinement, c'était un truc absolument dramatique. Donc on peut aussi avoir des réflexes en fait. Voilà. Oui. Sur l'organisation du travail, je pense que c'est pas assez facile, mais il y a un moment, il y a aussi il y a les CSE qui existent. C'est une question qui peut être discutée avec les représentants du personnel sur qu'est-ce qu'on fait pour prendre cette question du genre, pour faire du repérage, en effet, des questionnaires de violence, de harcèlement, etc. Il y a aussi... mais bannir les réunions après 17 heures, le plafond de verre qui existe et qui fait carrément sur le travail domestique, ça pénalise celles qui sont et ceux qui sont charge de famille et qui sont culpabilisés de ne pas être présents. Le modèle de la disponibilité permanente coûte très cher, notamment aux femmes. Et puis juste un tout petit mot rapide, mais sur le congé menstruel dont on parle beaucoup. Faire attention aux fausses bonnes idées. C'est-à-dire que la prise en compte de la douleur, c'est une très bonne chose. Par contre, la prise en compte du congé menstruel, c'est une discussion. Parce que ça impose à une femme de partager son intimité. Et dans les études qui ont été démontrées, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça discrimine encore plus. Et vous avez donc ça... Attention, en tout cas, c'est des projets qui doivent se partager, discuter et de faire attention. Au départ, c'est une bonne idée, mais il y a relativement un consensus sur le fait que c'est à mettre en place, c'est pas forcément la meilleure des choses. Je peux juste réagir là-dessus parce qu'avec Émilie, on avait aussi la même réaction. On disait c'est bien qu'elle le dise. Parfois, ça ressemble plus au domaine de la com qu'à une réelle demande à laquelle on répond. Donc, merci beaucoup. Autre question, et après je passe aux questions dans la salle, qui m'est parvenue. Comment évaluez-vous l'engagement des hommes sur le sujet de la santé des femmes ? Je veux bien que vous répondiez, s'il vous plaît. Pardon, mais vous étiez content. Moi, je suis jamais contente quand on a une table ronde que de femmes. Je suis désolée. Moi, ma spécialité, c'est les inégalités sociales de santé. Quand je vais parler d'autres thématiques, d'autres sujets, d'autres publics, on n'est pas uniquement... par exemple, souvent, je cite l'exemple des personnes en situation de handicap. Heureusement qu'il n'y a pas que des personnes en situation de handicap quand on parle de personnes en situation de handicap. La santé des femmes, ce n'est pas un projet de femmes, c'est un projet de société. Donc, quand il y a des hommes dans l'Assemblée, c'est très bien. J'en vois, c'est très bien. Parce que sinon... on n'avance pas en fait, donc ça bouge, mais les baromètres en effet du HCE, les baromètres du sexisme et des différences montrent que quand même sur les jeunes générations on peut un peu s'inquiéter. C'est-à-dire que les femmes sont en train de prendre conscience que la situation doit évoluer et bouge, elles bougent leur ligne, on le voit sur les études, sauf que la jante masculine ne fait pas la même dynamique. Et donc ça pose quand même une question de vivre ensemble, c'est-à-dire qu'à un moment il va falloir qu'on partage ces normes de vivre ensemble, et si à un moment il n'y a que la moitié
de la population qui est convaincue que certaines situations ne sont pas possibles et ne sont pas tolérables et que l'autre moitié non, eh ben on n'arrivera pas à faire le changement de société, on n'arrivera pas à faire la bascule. Donc il faut absolument ne pas les laisser de côté et les emmener avec nous sur ces thématiques-là. Enfin, donc ça commence, mais si on veut vraiment faire la révolution, il faut qu'on les emmène tous. Ok. Question dans la salle. Merci de passer le micro. Première question. Merci beaucoup d'avoir parlé du HCE. Nous, on est fans absolus du HCE. J'ai une question qui m'agace énormément et qui revient en permanence. C'est pourquoi plus la santé des femmes que la santé des hommes? Et donc, j'aimerais que vous puissiez me donner des arguments pour répondre à cette question, de manière à ce qu'on sorte de ce débat en permanence. Le HCE le dit, les femmes prennent moins soin d'elles, s'occupent, vous l'avez dit, plus de leur entourage que d'elles-mêmes. Mais j'aimerais bien 2-3 clés comme ça. Il n'y aura plus cette question. Merci. La réponse à cette question, elle est de l'ordre de la sociologie, Caroline. C'est-à-dire que c'est la réalité des normes sociales qui sont majoritaires dans une société donnée à un moment donné. Et notre histoire fait qu'il y a une notion qu'on ne peut pas passer sous silence qui s'appelle la domination masculine, et qui fait que la place des femmes et des hommes dans la société depuis très longtemps n'est pas du tout égalitaire, ne serait-ce que quand on voit les métiers continuent à être sexués. Il y a des métiers très masculins et des métiers très féminins. La question de l'orientation scolaire est aussi gravissime, à savoir qu'il n'y a que 20% de filles qui s'orientent dans les disciplines informatiques, sciences dures, maths et physique. On est au XXIe siècle et ça continue. C'est-à-dire que tous ces stéréotypes sur comment un homme et une femme ou une femme et un homme doivent se positionner dans la société, les mentalités évoluent très très lentement. Bon. Et en ce qui concerne donc la médecine, parce que la médecine elle est partie intégrante de l'histoire des sociétés, jusqu'à peu, les normes physiologiques de référence en médecine, c'était des normes calquées sur la physiologie des hommes et non pas sur la physiologie des femmes. Bon, tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, ça, c'était évidemment les femmes, mais tout le reste, ça concernait les hommes. Donc, il y a beaucoup de choses à changer dans la médecine, dans les pratiques. C'est pour ça qu'il faut une formation initiale des étudiants et continue des praticiens. Et aussi montrer que les hommes sont aussi victimes de ces stéréotypes. Bon, l'ostéoporose, c'est pas seulement une maladie de femme. À l'âge de 80 ans, je crois, la perte osseuse, ou 85 ans, la perte osseuse des femmes est de 55% et celle des hommes est de 45%. Et les hommes se cassent le fémur comme tout le monde, enfin presque à partir d'un certain âge. Et l'ostéoporose n'est quasiment jamais questionnée. C'est un problème de santé publique gravissime parce que ça entraîne des handicaps et ça coûte cher. Bon. Et inversement, heureusement, là, on parle de plus en plus de tout ce qui est les maladies cardiovasculaires, mais avant, l'infarctus était considéré comme une maladie d'homme stressé au travail, et c'est tout. Et soi-disant, ça ne pouvait pas concerner les femmes. Or maintenant, les femmes qui ont des styles de vie qui sont de plus en plus proches des styles de vie des hommes, eh bien, elles font des infarctus jeunes, et il y en a beaucoup. Des rebonds. Et pourquoi la santé des femmes? Car c'est une question de justice sociale, en fait. C'est tout simplement justice sociale. On est dans une société où que les filles, elles ont 2 à 3, selon l'indicateur, 2 à 3 fois plus de problèmes de santé mentale. Pour l'anorexie, c'est 10 fois plus chez les filles que les garçons. La dépression, c'est bien plus importante chez les femmes que chez les hommes. Pas qu'en France, dans tous les pays où on regarde, il y a plein de problèmes. Il y a un papier dans Lancet, j'ai oublié le nom des auteurs et autrices,
qui a regardé les financements des études selon la qualité de vie gagnée. Et en fait, la plupart des études qui sont bien financées touchent majoritairement les hommes. Bon, ils ont cité le VIH. Bon, c'est le VIH, c'est plus dans les pays du Nord où ça touche plus les hommes, alors que globalement, ça touche plus les femmes. Et ça a touché, par exemple, les maladies cardiovasculaires, le cancer, mais car les hommes fument plus, boivent plus. Mais en fait, ils ont aussi comparé ça aux maladies qui vraiment vont être très délétères à l'espérance de vie, par exemple la dépression, encore une fois, les problèmes de santé mentale, l'endométriose, qui sont très peu financés. L'endométriose, ça fait que 10 ans qu'on s'intéresse, et même pas bien, et on n'a pas du tout le nombre de études suffisantes. Du coup, c'est vraiment une question de justice sociale. On voit tous ces indicateurs. Oui, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais pas en bonne qualité de vie. Du coup, quand on regarde qualité de vie, c'est plutôt comparable. Et encore une fois, les hommes fument plus et boivent plus. Et les études nous montrent que c'est pas car ils sont plus déprimés qu'ils fument plus et qu'ils boivent plus et ils mangent plus de viande. Mais voilà, c'est une question de justice sociale. Si on veut rectifier ces discriminations et le fait que les femmes vont plus mal pour prendre beaucoup plus d'ailes, il faut investir plus dans les études et dans la prévention. Un dernier rebond très très rapide, s'il vous plaît. La santé des femmes, c'est pas seulement une question d'égalité, c'est aussi une question d'équité. Et en médecine, il y a un très fort déséquilibre entre les données qui concernent les femmes et les données qui concernent les hommes. Et pourtant, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Par exemple, sur le plan des médicaments, on a observé que pour certaines classes thérapeutiques, il y a énormément plus d'effets secondaires chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi ? Il a été dit que les études incluent plus souvent des hommes, mais du coup, la femme qui, en général, a un poids moyen inférieur, qui a un métabolisme d'élimination des médicaments et des polluants inférieur, parce qu'elle a des reins de plus petite taille, parce que son métabolisme est différent, et du coup, on n'a pas les datas. Donc, du coup, par exemple, on donne des posologies qui ont été étalonnées, entre guillemets, chez l'homme à la femme. Et du coup, on a plus d'effets secondaires. Et des exemples comme ça, il y en a des kilos. On a un manque de données genrées chez la femme en santé. Donc, ne serait-ce que ça, il faut, pour des raisons scientifiques bêtes et méchantes, le rééquilibrer. Oui. C'est juste parce que, en fait, concrètement, on va toujours vous dire pourquoi les femmes, alors que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. C'est ça le sujet de base. Souvent, on dit pourquoi vous faites sur la santé des femmes alors que les hommes vivent moins longtemps. Donc, ce qui peut s'entendre, en effet, pourquoi on fait rien sur les hommes. Donc, le sujet, c'est de dire qu'il faut s'intéresser à la qualité de vie, parce qu'en effet, si on s'intéresse à la qualité de vie, c'est 7 ans de moins en termes de qualité de vie, donc on est à peu près équivalent, et que les hommes mourant de mort violente plus rapidement, résultat, leur espérance de vie, elle est inférieure. Donc en fait, il faut aller au-delà de cette donnée de base sur lesquelles on a cette information-là, qui fait que, en effet, souvent, ça fait tomber tout ce qu'on veut mettre en place en disant il n'y a pas de sujet puisque de toute façon elles vivent plus longtemps, donc pourquoi on s'intéresse à ça? D'abord intéressons-nous aux hommes. C'est parce qu'en fait c'est une vision un peu rapide des choses. Voilà, c'était juste ça. À propos de rapide, non. Je peux pas ne pas le dire. La femme vit plus longtemps, mais quasiment de la même durée que l'homme pour ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité. Donc ça, c'est une discordance majeure. Dernière question de la salle. Avec votre accord, vous répondrez là beaucoup plus rapidement. Merci. Ça va être le challenge. Cybèle Stéphanie Rosé, je suis directrice générale des Béquilles du Cognitif. J'étais très touchée par vos interventions. Pardon, on n'a pas entendu. Vous êtes directrice générale de ? Je suis directrice générale d'une entreprise de l'ESS qui s'appelle les Béquilles du Cognitif. Les Béquilles du Et on Cognitif. Intervient sur la question des personnes atteintes de fragilité et leurs aidants. Et donc merci Caroline Depot d'avoir cité la question des aidantes. Et d'ailleurs dans une accroche que vous aviez bien mise en avant de la table ronde, vous aviez dit que 81% des femmes prennent d'abord soin de la santé de leurs proches avant de prendre soin de leur santé. Et la question que je voudrais poser, alors d'abord à Caroline, après s'il faut faire court, c'était la problématique qu'on a en entreprise. On sait qu'on a statistiquement révélé à peu près 23% de salariés qui sont dans une situation d'aider un proche. Le grand souci, c'est que quand on est aidante, ou aidant, en tous les cas c'est mon cas pour moi,
on ne pense pas et on ne souhaite pas le dire à son employeur. Révéler l'aidance à son employeur, c'est aussi une question pour l'entreprise de prendre soin du bien-être physique et mental de ses salariés. Et donc, cette question-là, elle nous taraude, nous, en tant qu'entreprise ou en tant que structure qui accompagne les entreprises sur cette question-là. Je peux faire vite. Hein, Uniquement vous. Non, mais alors je partage complètement, mais ça reboucle avec la question qui a été posée tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise. Eh ben, c'est libérer la parole, c'est-à-dire questionner les salariés sur est-ce que vous êtes aidant. Et ça peut être ponctuel. Moi, je vais vous citer l'exemple. J'ai ma collègue, vu que moi, je suis directrice de ma structure, j'essaie de le mettre en place chez moi. Ma collègue, elle est revenue hier du ski. Son mari s'est pété le plateau tibial. 2 mois où il ne peut pas poser le pied par terre. Je ne vais pas dire, ah non, le télétravail est interdit. La condition, c'est 1 jour par semaine et tu ne peux pas pouvoir faire. Bah non, on ajuste parce que là, elle devient aidante et donc et on explique. C'est-à-dire qu'on fait de la pédagogie pour qu'il n'y ait pas le sentiment d'injustice des autres qui ne connaîtraient pas la situation en disant, alors attention, on est capable d'ajuster nos organisations parce qu'il y a des conditions qui font que. On parlait de la douleur tout à l'heure, c'était la même chose. La douleur, c'est pas l'endométriose, c'est la douleur tout court. Comment aussi on va réfléchir à une organisation de travail pour prendre en compte quelqu'un qui va vivre une douleur physique ou psychique qui fait qu'il y a des situations qu'il faut ajuster leurs organisations. Donc moi je pense qu'il faut libérer la parole et qu'il faut s'autoriser à le dire. Alors évidemment il faut un climat relativement bienveillant, mais je pense que là encore il faut qu'il y en ait qui ouvrent la voie en fait. Donc il y a les employeurs qui peuvent l'ouvrir. C'est un peu comme les soignants et les soignés. Il y a à la fois les soignants qui peuvent dire est-ce que vous avez pu vivre des choses comme ça et qui ouvrent la parole, et puis vous avez les personnes qu'il faut qu'on donne la capacité de pouvoir l'exprimer, parce que souvent on est plutôt agréablement surpris de la réaction que ça a en face. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont quand même des personnes humaines. On n'est pas avec de l'IA qui est en train de faire de la RH, quoi. Donc normalement, il y a aussi des choses qui existent. Donc voilà, c'est au moins d'essayer de libérer la parole, parce que moi, je crois profondément sur le fait qu'on n'est pas malveillants les uns envers les autres par définition. Mais c'est une position qui m'est très propre. Mais en tout cas, j'y crois, moi. Nous l'entendons. Merci. Merci à vous pour cette réponse. Merci à chacune d'entre vous. Hein, voilà. Je vais vous remercier en vous demandant de quitter le plateau. Et je vais appeler le deuxième plateau. Adeline Acou, Fabrice Perrault-Sauzine et puis Pauline Dorgeval. On l'a dit, hein, c'est pas un hasard si on se trouve au siège d'Harmonie Mutuelle. Et du coup, après, voilà, ce moment où on apprend et puis on échange, il y a un tout petit moment. Alors, vous allez avoir un moment plus court que prévu, mais voilà, hein, c'est tout. Voilà. Comme je vous ai vu passionné dans le public, voilà. Vous avez de la passion, de l'intérêt, de la connaissance, et puis vous allez parler de manière plus synthétique, et je vous en remercie, puisque nous finirons bien à 13h, n'est-ce pas, hein, voilà. Adeline, Fabrice, Pauline, Adeline, qu'est-ce que vous allez nous présenter ce matin? Un programme de prévention santé des femmes, c'est quoi? Et de quoi il retourne exactement? Alors déjà, je voulais quand même remercier les intervenantes. Est-ce que je peux avoir un peu de temps par rapport à ça? Par rapport à la qualité de vos propos, la qualité aussi de vos travaux de recherche. On est en salle Marie Curie, ça c'est un symbole pour moi, parce que première femme qui a eu le Nobel de physique, et elle avait une devise que j'ai toujours en tête. Elle disait: dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et aujourd'hui, vous nous avez donné des clés de compréhension pour comprendre qu'on a des différences biologiques, des inégalités sociales. Et quand on comprend, comme disait Caroline, on agit. Et pour moi, c'est important. En tout cas, c'était un bon symbole. Je voulais te remercier aussi, Jean, pour l'animation de cette table ronde, et je voulais en parler. Et tu m'avais donné un défi, et je vais le donner. C'était celui d'avoir un public mixte. Alors j'ai compté, il y a 30% d'hommes dans la salle et 10% à distance. Donc c'est un bon début, c'est pas suffisant, mais c'est important pour nous de parler de santé des femmes avec les hommes. Donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter un peu le programme de prévention santé des femmes. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce programme. On est une dizaine de personnes chez Harmonie Mutuelle, plusieurs directions, et en fait on est parti du postulat c'est le même constat qu'on a pu dire dans la table ronde, hein, que les femmes en fait prennent souvent la santé, prennent en compte la santé de leur entourage et pas la leur. On est dans un secteur de santé très féminin, il y a 80% de femmes, donc ça devient important de prendre en compte et prendre soin de la santé des femmes. Et quand on parle de prendre soin de la santé des femmes, on parle de soins au pluriel, donc santé physique, santé mentale, la place des femmes dans la société, la place des femmes dans l'entreprise, des violences faites aux femmes.
Et donc, on a fait toute une analyse de recherche sociologique de comment se positionner les acteurs de santé sur la santé des femmes, comment nous, on est légitimes. Et on s'est fixé 2 ambitions. La première, c'était de mieux prendre en compte les besoins des femmes dans les situations de vulnérabilité. Et la deuxième ambition, c'était de réduire les inégalités de genre dans les conditions de travail. Donc après, il y a eu plusieurs projets causes qui en découlent de ces ambitions. Je ne vais pas toutes vous les dire, elles sont indiquées sur le diaporama, mais on va dire qu'on a 2 offres d'accompagnement pour nos entreprises et on s'engage et on est en train de les tester aujourd'hui chez Harmonie Mutuelle. La première, c'est je vais vite, je suis désolée parce que j'ai pas beaucoup de temps. La première, c'est prendre soin de soi à tous les moments de vie en proposant des parcours de soins au féminin. Donc, en fait, on a, comme on dit dans le jargon, designé avec notre partenaire les Sismo qui sont dans la salle, en fait, essayer de mettre en place un parcours de prévention pour les femmes. Donc, on a interrogé les femmes pour comprendre leurs attentes, leurs besoins, de capter leur vulnérabilité. On a aussi interrogé des employeurs. On s'est rendu compte, par exemple, que pour les femmes qui sont en situation de ménopause ou de périménopause, la période qui est avant la ménopause, qu'il y en avait 30% en fait qui avaient des difficultés. Alors, c'est pas que des bouffées de chaleur, c'est des brouillards cérébraux, c'est des problèmes de sommeil, c'est des problèmes de fuite urinaire. Enfin, il y a plein de symptômes différents. Et 56% d'entre elles, en fait, avaient un effet négatif au travail. Donc il y a vraiment en fait un besoin d'accompagner les femmes en entreprise. Et on est en train de justement mettre en place ce parcours de prévention. Donc pour accompagner les femmes à tous leurs moments de vie, pas qu'au moment de la ménopause, pour des problèmes de menstruation, des problématiques de SEPK, par une sage-femme. Et justement, on est en train de tester le service chez Harmonie Mutuelle. Et je fais un appel à volontaires. On recherche justement 3 entreprises clientes pour tester ce service. Pour tester ce service chez Harmonie Mutuelle. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter via soit le questionnaire de satisfaction qui vous sera remis ensuite, ou soit après la table ronde. On a un deuxième dispositif d'accompagnement pour nos entreprises. C'est un dispositif de détection des violences faites aux femmes au sein du couple. Donc, comme le disait Catherine Touvray tout à l'heure, on a un service d'accompagnement social depuis 4 ans, H2S, et on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de cas en fait de personnes qui étaient victimes de violences. Donc, on a mis en place un dispositif en fait qui met un binôme ressources humaines, assistante sociale. On est en train de le tester chez Harmonie Mutuelle. Ressources humaines justement qui est en première ligne pour détecter les femmes qui sont victimes de violences et pour aider aussi dans une souplesse administrative, et les assistantes sociales pour orienter, accompagner, sensibiliser, être à l'écoute. Et du coup, en fait, on est en train de tester chez Harmonie Mutuelle et c'est vraiment quelque chose qu'on va proposer après et qui existe déjà pour nos entreprises. Je vous coupe, tant pis, on est entre nous. Imaginons que sur 1000 personnes qui vous écoutent actuellement, il y en a 300 hommes. Donc, il y a au moins 700 personnes qui peuvent vous contacter directement. C'est ça? D'accord. Non, via le questionnaire de satisfaction en remarque, en commentaire. Qui va être envoyé à tout le monde. Oui. Très bien. Maintenant, peut-être, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc aussi dans le cadre de ce programme, on a un autre engagement, c'est on voulait aussi sensibiliser en fait nos adhérents sur la santé des femmes. Donc on a concocté avec Akayogi et Deuxième Evine, nos partenaires, en fait un cycle de 11 webinaires pour 2024. Le fil rouge un peu de ce cycle de webinaires, c'est un corps sain dans un esprit sain pour une femme. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on a 2 partenaires qui se complètent bien. On a Akayogi qui est plutôt sur des thématiques préventives, mais Fabrice va vous en parler. Et du coup, Deuxième Avis plutôt sur des thématiques curatives, pathologie. Et Pauline va vous en parler. Fabrice Perrault, Akayogi, vous ne présentez pas votre entreprise, mais vous nous présentez ce que vous proposez et ce que vous apportez réellement aux adhérents d'Harmonie Mutuelle. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabrice Perrault-Soussine. Je suis cofondateur d'Akayogi, qui est une entreprise qui a 10 ans. En fait, notre objectif et notre mission, c'est de s'occuper des salariés au niveau de la prévention, aussi bien sur leur santé physique, leur santé mentale et aussi tout ce qui est sur émotionnel. Donc, nous avons construit en partie, justement, avec Adeline, ce parcours. De notre côté, on a 8 webinaires. Notre objectif, c'est quoi? C'est proposer un cycle de 8 webinaires pour aider les femmes dans leur quotidien. Et l'idée, c'est justement, on en parlait pendant cette table ronde, c'est de leur donner du temps pour elles, pour qu'elles prennent soin, justement, de leur santé. Et c'est une invitation pour qu'elles se fassent du bien. Donc, c'est leur moment. Et notre objectif, c'est de les accompagner. Alors quand
c'est un vendredi par mois. On commence en avril et ça sera jusqu'en décembre. Comment ? Ça sera des webinaires interactifs avec un modérateur et un expert, avec des exercices pratiques. Et l'idée et l'objectif, c'est qui soit bien sûr interactif, ludique, mais surtout enrichissant, c'est-à-dire donner des données qui vont permettre justement d'enrichir la vie quotidienne des femmes. Alors pour qui ? On a parlé beaucoup des femmes, bien sûr, mais c'est aussi pour les hommes, de façon à ce qu'ils connaissent mieux justement la santé des femmes, et ce seront des webinaires ouverts à tous. Avec qui ? Avec des experts reconnus dans leur domaine d'activité depuis de nombreuses années. Ce sont des formatrices, des enseignantes, des autrices qui sont des gens passionnés sur ce sujet. Et je ne vais pas tous vous énumérer parce que ça serait trop long. Nous avons 4 thèmes pour justement ces webinaires. De notre côté, nous avons le cycle de la vie de la femme et de la vie professionnelle. On en a un petit peu parlé. Pour donner des clés sur apprécier justement leur cycle au cours de l'année et de faire le lien avec le travail. La santé physique, on l'a évoqué aussi assez longuement, mais comment mieux dormir, avoir une nutrition optimale, et puis bien sûr, mieux bouger pour mieux penser, parce qu'on en a peu parlé, mais c'est important. Et puis l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, on a parlé de oser prendre la parole pour les femmes, c'est aussi prendre conscience de leurs forces, parce qu'elles ont des forces, et savoir les affirmer, en apprenant aussi à cultiver la bienveillance pour elles-mêmes. Et puis, dernier point, la santé mentale était aussi quelque chose d'évoqué assez souvent. Donc, la santé mentale et psychologique, donc proposer des outils pour mieux gérer son stress dans la vie quotidienne. Donc, ça sera des boîtes à outils sur du psychocorporel, sur la gestion du temps, pour faire face à son stress et mieux le reconnaître. Et puis, pour terminer, j'en ai pour 2 secondes parce que je sais que Pauline a aussi un petit peu de choses à dire. Juste une citation de Michelle Obama que je trouve qui correspondait bien avec tout ce qu'on avait évoqué ensemble. La santé florissante des femmes est le pilier de la société. Leur énergie et leur éclat illuminent le monde, prouvant qu'elles sont non seulement indispensables aux hommes, mais aussi essentielles à l'équilibre de toute leur communauté. Voilà. Pauline Dorcheval, deuxième avis. Okay. Et donc, je vous laisse 30 secondes. Directement. 30 secondes. Donc, effectivement, avec Harmonie Mutuelle, donc, nous, on a aussi mis en place 3 webinaires personnalisés autour de la santé des femmes. Un webinaire autour de l'endométriose, du cardiovasculaire et puis du cancer du sein. Et puis, plus largement, donc, deuxième avis, c'est un avis très spécialisé sur la base d'un dossier complet en moins de 7 jours. Et en fait, on est très engagé sur la santé des femmes, d'abord parce que 68% des personnes qui demandent un avis sont des femmes. Donc c'est quand même un chiffre important. On a 750 pathologies, et on a des pathologies exclusivement féminines. Il y en a beaucoup de mixtes, mais on a quasiment une 50aine de pathologies exclusivement féminines. Et on mesure à chaque fois, on demande aux médecins des médecins référents qui répondent de dire si l'avis est convergent ou divergent. Et on a, pour préparer la présentation, fait un focus sur les plus grandes divergences de pathologies exclusivement féminines, et c'est effarant. Alors, par exemple, l'endométriose, c'est la première cause de demande d'avis sur deuxième avis. On a un nombre d'avis qui a doublé entre 2021 et 2023, et un taux de divergence qui a commencé avec 66%. De diagnostics erronés, c'est-à-dire que les radiologues disaient « vous n'avez pas d'endométriose », alors qu'en fait un radiologue spécialisé voyait de l'endométriose parfois profonde. Et la très bonne nouvelle, c'est que ce taux de divergence est en train de baisser, et en 2023, on était à 24%. Pourquoi ? Plan stratégique de lutte contre l'endométriose, et donc les soignants commencent à beaucoup mieux connaître. Vous avez dit que ça faisait 10 ans simplement que le sujet était étudié, et donc on voit qu'il y a un impact. Un autre exemple, le SOPK, les syndromes d'ovaires polykystiques. Là aussi, le nombre d'avis a quadruplé entre 2021 et 2023, malheureusement le taux de divergence ne bouge pas, on est à 47%, c'est-à-dire que quasiment un avis sur 2
divergent de la vie initiale. Alors pourquoi ? D'abord, pathologie largement méconnue, notamment en médecine de ville, et donc l'errance diagnostique est très très élevée. Il manque des analyses dans quasiment tous les dossiers pour établir les diagnostics, alors que cette pathologie est quand même très fréquente. C'est une femme sur 10 en âge de procréer, et ça a des conséquences sur la qualité de vie dramatiques, puisqu'il y a de l'hirsutisme, prise de poids, et puis souvent de l'infertilité. Dernier exemple, et je vous passe la main, prolapsus génital, donc c'est descente d'organes, ça touche une femme sur 10 au cours de sa vie. Le nombre d'avis là aussi est en pleine progression, a quadruplé. 58% des avis sont divergents. Et là, le sujet, c'est vraiment l'application des recommandations de bonnes pratiques, la graduation des soins, et puis le sujet de la pose de bandelettes, trop souvent recommandée, qui doit être prescrit uniquement dans certains cas, puisque ça peut être dramatique sur la santé des femmes. Voilà, moi je dirais juste merci. Merci à Harmonie de donner accès finalement à ces 4 à 5 millions de bénéficiaires à ce service, et notamment pour les femmes, c'est un service particulièrement utile. Merci. Donc un grand merci aux intervenants, un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions, qui sont encore en direct à l'instant. N'hésitez pas, vous pouvez encore poser vos questions, et puis on y répondra soit ultérieurement en direct si c'est des questions vraiment personnelles entre guillemets. Vous pouvez poser vos questions à Adeline à coup, et puis aussi, Adeline, vous êtes là aussi pour ça, Et puis le magazine Harmonie Santé pourra s'emparer des grands thèmes quand ils seront porteurs de cas généraux, si j'ose dire. Adeline, un dernier mot, peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup. C'était très riche et un peu frustrant, parce qu'on a envie de continuer de parler de santé des femmes, et on va s'arrêter là. Mais en tout cas, c'est le début en fait d'une nouvelle ère en tout cas, et je suis contente qu'en tout cas Harmonie Mutuelle on se positionne sur ce sujet si important. Merci.